Bonsoir à tous, madame, monsieur, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous retrouvons ce soir dans le cadre de la soirée de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Au sommaire de cette édition, Camerco, avec bien évidemment le vol inaugural qui a été reporté pour le 26 janvier, contrairement à la date du 29 décembre qui avait été annoncée. Et aux dernières nouvelles, le directeur général de la Cameroun Civil Aviation Authority, Tankam Pierre, a été remplacé ce jour par Paul Avomo Assoumou au terme d'un conseil d'administration présidé par le ministre des Transports Alain Edgar Mbengor. Nous parlerons ce soir de la République centrafricaine avec ce double scrutin ouvert ce jour pour signaler cette mobilisation impressionnante des Centrafricains enthousiastes et fiers de choisir celui-là même qui présidera aux destinées de leur pays. Des Centrafricains fiers ce matin de choisir des femmes et des hommes qui parleront désormais en leur nom au Parlement. Nous parlerons aussi du Burkina Faso avec Romain Christian Kaboré qui est enfin président. Il a été investi hier, autant pour moi, au terme d'une très grande cérémonie à laquelle prenait part un certain nombre de présidents, à l'instar de Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Le Burundi nous intéresse également avec ce chiffre qui fait polémique à travers le monde. Ces 97 morts annoncés par l'armée ne seraient pas le chiffre juste. L'on parle de plus de 150 morts selon une organisation internationale. Toutes ces informations seront donc développées ce soir par Falon Tchounia, journaliste qui, à l'université, encore à l'école, elle apprend la publicité et l'événementiel. Bonsoir et bienvenue. Et d'autre côté, le prince Aristide Ngekam, le directeur de publication du journal Forum Libre, qui a d'ailleurs donné l'information ce jour, sur laquelle c'était Pierre Tankan qui empêchait au MA60 de Camerco d'avoir rapidement la certification. Et, chose curieuse, un conseil d'administration vient de se tenir et Pierre Tankam est tombé. Alors, est-ce qu'on peut dire... Déjà, bonsoir. Bonsoir, Louis Roger. Bonsoir à Falon Tchounia. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs de Canal 2 Info et surtout de la soirée de l'information. Je leur dis comme d'habitude, vous avez raison et vous faites bien de rester câblés. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors, je voudrais tout de suite, j'ai hâte de revenir sur votre une, parce que là, lorsqu'un journaliste a cette chance dans la vie, c'est pas donné. Vous avez ce matin, dans votre parution, parlé bien évidemment de la situation de la Cameroun Airlines Corporation, en mentionnant que Pierre Tankam serait donc l'homme qui tirait les ficelles dans l'ombre et aujourd'hui un conseil d'administration de la Cameroun Civil Aviation Authority se tient et Paul Takam tombe, Pierre Takam tombe. Alors est-ce qu'on peut dire que c'était prémonitoire ou que vous avez déjà l'information même avant d'aller sous presse? Ben écoutez, avoir l'information que le directeur général, l'ex-directeur général de l'autorité aéronautique allait être débarqué à la suite d'un conseil d'administration, ce jour, c'est une question un tout petit peu difficile. Mais en tant que journaliste et au fait de cette actualité-là au niveau de la compagnie nationale, je voudrais dire l'Étoile du Cameroun, il fallait forcément s'y attendre pour l'analyse que je suis et qui est tout le temps au fait de ces différentes informations. Je peux vous dire que ça ne m'a pas du tout surpris. Ça ne m'a pas du tout surpris parce que ce directeur général était au centre d'une certaine cacophonie qui empiétait sur la bonne gestion de la compagnie aérienne camerounaise.
Mais voilà qu'aujourd'hui, le conseil d'administration s'est réuni et à la suite de ça, un autre directeur général a été nommé. Et au journal du 13h sur le poste national de la télévision nationale camerounaise, le président de la République a confirmé ce décret. Vous savez, dans le processus des nominations administratives et par-delà des sociétés parapubliques, il y a normalement un conseil d'administration siège et décide du management, du team management qui doit être en place. Et par la suite, le décret du président de la République vient adouber simplement dans les usages ce directeur général. Donc, grosso modo, lui, Roger, il faut dire que la Cameco vit une situation des plus catastrophiques depuis pratiquement plus d'1 an, et je dirais même plus de 3 ans, mais avec l'arrivée de Jean-Paul Nana-Sandjo, on a remarqué une sorte de guerre de personnes entre le directeur général et le directeur général de Cameco, en l'occurrence Jean-Paul Nana-Sandjo, et le directeur général de l'autorité aéronautique, de l'ex-directeur général d'aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Tankam. Et pour la compréhension des téléspectateurs, il faut noter que ça fait pratiquement l'effet d'armes négatif de ce désormais ex-directeur général remonte au mois de février, lorsqu'il avait expressément fait clouer 2 avions de Cameco au sol. C'est-à-dire, vous savez que Cameco n'a que 3 avions, mais le directeur général de l'autorité aéronautique, sous le prétexte que Cameco ne respectait pas un certain nombre de normes techniques de sûreté, avait décidé de faire clouer les 2 avions de Cameco au sol. Et curieusement, pour l'analyse que je suis, les avions étaient cloués lorsque le président de la République revenait de Suisse. C'est-à-dire le président de la République est arrivé comme aujourd'hui et la décision de clouer les avions de Cameco est tombée comme le lendemain. Et à la suite de ça, le directeur général de Cameco a été convoqué au niveau du palais de Toudi. Et je peux vous rassurer, pour la bonne compréhension des téléspectateurs, que cette convocation a été même obstruée parce que le directeur général de Cameco a eu vent qu'il y avait une réunion à la présidence au sujet d'une crise qui sévissait à Cameco et sur le non-respect des normes techniques. Imaginez que l'autorité aéronautique, qui est l'autorité régulateur, saisisse le chef de l'État pour dire que Cameco ne respecte aucune norme technique. Donc ça voulait dire que ceux qui volent dans cet avion, les clients de cet avion sont totalement en danger. Et c'est très grave, ce sont des informations très graves. Mais de sources concordantes, au niveau du palais de Toudi, au cours d'une réunion notamment présidée par l'ex-ministre secrétaire général adjoint de la présidence, qui s'appelle Séranfin Fouda, par ailleurs aujourd'hui secrétaire général des services du Premier ministre, qui présidait cette réunion au nom du chef de l'État, le directeur général de l'autorité aéronautique de l'époque, Pierre Tankam, avait été confondu par les experts de Cameco. C'est-à-dire, au fil de cette réunion, on a constaté qu'en réalité, la Cameco n'avait pas commis des fautes qui étaient relayées de toutes parts par le directeur général de l'autorité aéronautique. Mais ce jour-là, le directeur général s'est entêté à lever la suspension sur un avion, mais par la suite à maintenir l'interdiction de vol sur un autre avion. Il a fallu, parce ce qui était reproché à Cameco, c'était qu'il n'avait pas fait un certain nombre de contrôles et que les avions, vous savez que nos avions sont de type Boeing, sont de fabrication Boeing, ne pouvaient pas voler. Il a fallu que Boeing, l'entreprise Boeing elle-même, envoie une lettre au gouvernement du Cameroun pour dire « Mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Nos avions jusqu'à maintenant peuvent encore voler » pour que le directeur général de l'autorité aéronautique de l'époque puisse lever enfin la suspension. Vous voyez, il existait donc depuis un certain temps une sorte de suspicion, un climat délétère entre le régulateur qui est l'autorité aéronautique et la compagnie aérienne nationale qui est Cameco. Et ce n'était pas la grande sérénité. Et lorsque vous remarquez que Pierre Tankam faisait partie du voyage d'un certain nombre de hauts commis de l'État du Cameroun pour aller faire du lobbying auprès d'une entreprise d'aviation canadienne qui s'appelle Cameron Aviation pour qu'elle puisse venir s'installer ici. Et par la suite, nous avons tous appris que le directeur général de l'autorité aéronautique avait donné des autorisations pour que cette entreprise-là puisse s'installer ici avec tous les avantages fiscaux dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Et cette compagnie qui est en train même de s'installer au Cameroun, qui s'appelle Cameron Aviation, d'origine canadienne, devrait faire les mêmes lignes que Cameco, c'est-à-dire, je dis même les lignes intérieures, c'est-à-dire Douala-Bafoussam. Quand vous lisez leur planning, leur business plan, ils devraient faire Douala-Bafoussam, Douala-Bamenda, Kumba, Bertois,
Ngaoundéré, Garoua et Marois. Donc vous vous rendez compte que c'était plus, au lieu de travailler, c'était plus une guerre de positionnement. Et je pense qu'à la lumière du décret, à la lumière du journaliste que je suis, je pense que le président de la République a tranché et vivement maintenant que la Cameco se relève et décolle véritablement. Alors, Falon Tsoudia, vous avez suivi avec autant d'intérêt les explications du prince Aristide Ngekam au sujet de cette crise qui a un peu perturbé le décollage de Cameco. Des Camerounais qui empêchent à une entreprise des citoyens de pouvoir décoller. C'est quand même assez regrettable. C'est vrai que c'est assez regrettable. Parce que là, quand il expliquait, je me rends compte qu'une entreprise camerounaise est paralysée à cause d'un seul individu. Alors que du côté extérieur, il y avait des gens qui pointaient du doigt le directeur général de Cameco. Il y avait des vols qui étaient reportés à chaque moment. Les passagers ne savaient pas pourquoi. Et on se disait tous que non, Cameco volait avec des avions qui n'étaient pas adéquats et qui n'étaient pas appropriés. Alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, on se demande si les Camerounais doivent porter atteinte à la notoriété ou alors à l'image même de leur entreprise nationale. Qu'est-ce qu'on devient? Pourtant, on est censé promouvoir ces entreprises-là, on est censé donner une belle image de nos entreprises à l'extérieur afin que des fonds, afin qu'elles puissent générer des fonds dans notre pays. Mais maintenant, un seul individu décide à lui seul de nuire une entreprise. C'est déjà une bonne chose qu'il a été enlevé et on espère qu'avec ces nouvelles résolutions, avec ce nouveau directeur qui sera installé, qui a été installé déjà, pardon, les choses vont retourner dans l'ordre à Cameco, les passagers pourront prendre leur vol comme ils veulent et puis il n'y aura pas de problème. Et dorénavant, on pense que ça va attirer la clientèle. Alors, et ce vol inaugural qui est prévu pour le 23 janvier 2016, pourquoi ce vol a-t-il été reporté? Mais écoutez, moi qui ai eu peut-être la chance d'assister au débriefing avec la presse nationale et internationale, le directeur général de Cameco, Jean-Paul Nanassandou, les prescriptions étaient claires. Il était question, avant de faire, le directeur général a profité pour fixer la presse, parce que ça allait un tout petit peu dans tous les sens. Et il a reconnu d'avoir installé une crise d'information au niveau de sa compagnie. Et il a tout fait d'expliquer que, et comme la dame disait, le problème de Cameco n'est pas forcément seulement l'autorité aéronautique. Le problème de Cameco aussi, c'est un problème d'avion, c'est un problème de flotte. Vous avez une compagnie, moi j'appelle souvent ça, pour ironiser, une compagnie entre guillemets, parce qu'une bonne compagnie devrait avoir au moins 10 avions. Vous avez une compagnie qui n'a que 3 avions, donc du coup, vous avez pratiquement deux 767 et un 737, deux 737 et un 767, et les deux autres 737 font les lignes intérieures et sous-régionales, alors que le 767 fait l'intercontinental, il fait uniquement Douala-Paris. Donc imaginez-vous que le 767 tombe en panne. Du coup, vous ne pouvez pas remplacer, en fait, vous ne pouvez pas subvenir aux besoins des clients. Voilà la situation de Cameco. Donc ici, il faudrait que les gens comprennent que s'il n'y a pas d'avion, les mêmes problèmes reviendront et nos compatriotes qui, par amour, prennent la compagnie, n'auront pas le choix que d'aller voir ailleurs. Mais maintenant, ce qui est intéressant, et pour revenir à votre question, Roger, c'est que les MA60 ont été reversés dans la flotte de Cameco par le gouvernement du Cameroun. C'est-à-dire les deux avions, les MA60 étaient là pratiquement depuis, lorsqu'ils ont été reversés au gouvernement du Cameroun, mais elle attendait qu'elles soient certifiées. Ces avions attendaient d'être certifiés. Et qui certifie les avions? C'est l'autorité aéronautique. Or, ça a pris énormément de temps, plus de 7 mois durant, que ces avions n'ont pas été certifiés. Allez savoir pourquoi. L'ex-ministre des Transports, Robin Kili, avait, au cours d'un échange avec la presse, avait précisé qu'il était en train de tout faire pour que l'autorité aéronautique puisse accélérer le processus pour que ces avions soient certifiés, pour essayer de donner une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire, si ces avions étaient dans la flotte, l'incident que la Cameco et l'État du Cameroun a eu en septembre dernier, vous ne pouvez pas déjà faire Douala-Yaoundé, Douala-Marois et Douala-Garoua, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas faire des lignes internes. Mais imaginez-vous si à cette époque, il y avait les MS-60. Les MS-60 devraient, en principe, faire uniquement,
comme l'a dit le directeur général Jean-Paul Nassano, les lignes internes, c'est-à-dire Douala-Yaoundé, Maroua et dans une moindre mesure Bata, Malabo, Bangui et Nigeria, ainsi de suite. Et les 3 autres avions devaient se concentrer sur la sous-région et l'autre sur l'intercontinental. Mais maintenant, les M60 n'ont pas été certifiés depuis. Il a fallu que le ministre Alain Melongo, et lors de sa visite de prise de contact avec les services sous sa tutelle, on lui a fait le briefing au niveau de Cameco. On lui a dit s'il y avait les MS-60, s'ils étaient certifiés, c'est que ces avions auraient résolu un tout petit peu un certain nombre de problèmes. Maintenant, il a pris l'engagement de voir clair dans ce dossier. Il a mis le directeur général de l'autorité aéronautique en mouvement pour lui dire, mais mon cher ami, qu'est-ce qui ne va pas avec les MA60? Pourquoi ils ne sont pas certifiés? Et du coup, les MA60 n'ont pas fait pratiquement un mois, ils ont été certifiés. Mais curieusement, nous avons appris par la presse que le directeur général s'est débiné. Le directeur général, l'ex-directeur général de l'autorité aéronautique s'est débiné et a saisi la présidence de la République pour dire, j'ai certifié, certes, j'ai signé, j'ai donné l'accord pour la certification des MA60, mais en réalité, je ne suis pas responsable de tout ce qui amènerait. En face de moi, en tant que journaliste, je dis c'est un monsieur qui est responsable. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez en face de vous un médecin. Vous allez à l'hôpital, vous avez un médecin, vous dites je souffre de tel mal. Vous lui dites docteur, donnez-moi la quinine. Il sait que la quinine ne va pas vous guérir. Mais il prétend que vous lui avez mis de la pression et il vous donne la quinine. Et la quinine qui va vous tuer. Et il sortira crier sur tous les toits, oh, je lui ai donné la quinine parce qu'elle m'a mis la pression. Mais non, c'est de l'irresponsabilité. Même si vous jouez avec la vie des gens. C'est-à-dire certifier un avion. Ça voudrait dire que l'avion est OK, tout est OK, l'avion peut voler. Mais lorsque vous le faites de façon officielle, et vous allez vous déminer en privé pour dire, je l'ai fait, mais c'était sous la pression. Ça voudrait dire que c'est de l'irresponsabilité. Et curieusement, ce n'était pas vrai. Parce que de concordance entre les experts, on vous dit, c'est donc la suite de tout le sabotage que ce cher monsieur faisait depuis un certain temps vis-à-vis de la compagnie aérienne Cameco. Et pour chuter sur votre question, Louis Roger, lors du débriefing, le directeur général avait annoncé que le premier vol inaugural devait se tenir en principe le 29 décembre, c'est-à-dire hier, mais un certain nombre de conditions de la manifestation, c'est-à-dire de l'organisation, et non sur le plan technique. Si nous nous en tenons tous au communiqué du ministre des Transports, qui est la tutelle technique de cette entreprise camerounaise, le ministre des Transports a bien précisé. Le vol inaugural a été reporté au 23, désormais au 23 janvier, pour les besoins d'organisation et d'exploitation immédiat. C'est-à-dire, le 29, qu'est-ce que nous devrions assister le 29 décembre? C'est-à-dire, c'était un vol de prestige. C'est-à-dire, pour dire, ces MA60 sont là, ils volent, voilà les premiers textes, et après, renvoyer la clientèle pour le décollage effectif à une autre date ultérieure. Mais le ministre des Transports a jugé bon de le faire une fois, c'est-à-dire le 23 janvier, si tout est respecté, les clients vont s'enregistrer normalement, ce ne sera pas forcément seulement un vol de prestige où on invitera Louis Roger Noadio, où on vous invitera pour venir aller sur Yaoundé et revenir sur Douala, mais ce sont des clients qui vont faire des réservations, qui vont voyager et après le programme va se suivre continuellement. Donc, lorsque vous voyez la chronologie des faits, le directeur général l'ex-directeur général, autant pour moi, de Pierre Tanka, de l'autorité aéronautique, qui se font dans la presse en disant j'avais certes signé de façon officielle, mais en réalité, je ne suis pas responsable de ce qui adviendrait. C'est une mauvaise publicité pour le gouvernement du Cameroun, pas seulement pour la Cameco. C'est une mauvaise publicité. Ça voudrait dire que les Camerounais ne sont pas responsables. Ça voudrait dire que vous pouvez vous lever le matin, vous signez aujourd'hui, que tout est bien, alors que vous savez intrinsèquement que c'était pas bon. Et c'est de l'irresponsabilité. Et je pense que dans un pays normal, on ne devrait pas le tolérer. Heureusement que nous nous sommes rapprochés, que le président de la République ou alors les hauts commis de l'État du Cameroun se sont rapprochés pour prouver que le Cameroun est encore un pays normal et ont pris la décision qui s'imposait. Je pense que c'était une décision qui ne faut pas Merci, une très bonne décision. Les faits sont là. Les faits sont là pour le prouver. Et le journaliste que je suis, a tout fait de publier l'information aujourd'hui. Mon titre est là, regain de vitalité à Cameco, toute la vérité sur les MA60. Ici, dans mon article, je rappelle, au-delà de tout ce qui est raconté sur les MA60,
c'est des avions chinois, entre guillemets. Mais lorsque vous allez dans la structure de la fabrication de ces avions, ils sont plus européens que chinois. Voilà, puisque c'est une association de technologie. Merci. De technologie. Ils sont plus Merci, européens Prince que chinois. Et c'est cette Aristide information Ngeka. que l'opinion nationale, tout au moins, pas internationale, n'avait pas. Donc, dans la fabrication, quand on vous explique, vous constatez que les MA60 en réalité sont plus européens que chinois. Merci, on va poursuivre cette soirée de l'information. Il était opportun que nous puissions, n'est-ce pas, nous étendre de long en large sur cette affaire concernant bien évidemment la Cameroun Airlines Corporation, Camerco. On va parler tout de suite de la République centrafricaine avec le double scrutin qui a enfin eu lieu ce jour, Fallon. On a observé que ce soit dans la capitale économique du Cameroun, que dans le reste, quand c'est République centrafricaine, et voire même au Nigeria, une mobilisation des Centrafricains fiers de voir désigner enfin leur futur président de la République après 3 années de crise, après 3 années de guerre intercommunautaire, de voir désigner leurs représentants au Parlement. Il faut dire que c'est quand même historique ce qu'on a vu à travers les images ce jour. Il faut rappeler que c'était quand même historique du moment où, avant cette présidentielle et ces législatives, on parlait d'un taux de participation qui serait à pratiquement moins de 30%. Et aujourd'hui, on a vu des Centrafricains se mobiliser pour choisir le candidat qu'ils désiraient. On comprend là que les Centrafricains étaient en manque d'un président. Ils avaient besoin d'un homme fort pour leur pays. Et on a également vu ces gens qui se sont levés, qui sont allés chez eux, même avant que les bureaux de vote ne puissent ouvrir. On sentait ce désir-là pour eux de vouloir dire qu'aujourd'hui, on veut la paix chez nous, on veut la stabilité chez nous. On est prêt maintenant à choisir celui-là qui va diriger la Centrafrique, celui-là qui va nous faire sortir de toute cette situation instable. On a également vu des troupes de l'ONU et des militaires français de l'opération Sangari qui étaient là pour assurer la sécurité dans pratiquement tous les bureaux de vote. Ils étaient stationnés et puis, contrairement à ce qu'on attendait, comme ce qui s'est passé le 13 lors du référendum, on a plutôt vu l'atmosphère assez calme pour que les Centrafricains aillent choisir leur candidat. Et je pense aussi que le défi a été relevé quelque part pour l'ANE, l'autorité nationale des élections, qui avait demandé un délai de 3 jours pour pouvoir acheminer ce matériel-là, bien qu'il y ait des bureaux de vote où le matériel est arrivé quelques minutes plus tard, mais c'est quand même arrivé. Et puis les Centrafricains ont répondu oui. On a eu pratiquement plus de 2 millions de personnes qui ont décidé de voter. Je pense que c'est un nouveau tournant pour les Centrafricains. Et dans cette course d'aujourd'hui, il y a pratiquement 3 candidats qui se sont déjà démarqués. Georges, comment il s'appelle déjà? Georges Dologuélé, oui, et Martin Zingele, oui, et Karim Kassem aussi, Mekassoua, qui se sont démarqués. On pense déjà que les Centrafricains ont en quelque sorte viser les 3 personnes précises. On espère que plus tard, le président centrafricain pourra sortir et donner le temps et montrer la voie à ce pays, réussir à amener la réconciliation nationale, réussir à désarmer et réussir également à unir la Centrafrique. Bien qu'autour de ces candidats-là, qui sont même les favoris de cette cause, on voit déjà des fractions, les anti-Balaka qui ont déjà cherché, ceux de Bozizé qui ont cherché à s'unir. On a comme l'impression que ces anciens tyrans-là cherchent à revenir en soutenant ces candidats, mais on espère qu'ils seront assez sages et savoir que ce qui compte premièrement, c'est le bien-être des Centrafricains et non les intérêts personnels des uns et des autres. Alors Aristide, quand vous avez également suivi cette actualité, surtout à ce double scrutin, cette mobilisation, est-ce à dire que les Centrafricains sont véritablement déterminés à tourner définitivement la page de 3 années de crise politique? Vous savez, 3 années vous avez dit 3 années de crise politique et aussi 3 années de meurtre, de tuerie. Vous savez, nos frères centrafricains sont psychologiquement, c'est un peu psychologiquement atteint. Je dis, pour avoir fait plusieurs, je connais pratiquement un tout petit peu ce pays et même son arrière-pays, c'est des gens qui vivent une pauvreté extrême. Je dis d'abord, même quand tout allait bien, c'est-à-dire c'est des gens qui vivent dans une pauvreté extrême. Et pire encore, vous savez, lorsqu'il y a la guerre, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer totalement. Et je peux vous rassurer que Bangui, que ce soit Bangui et d'autres
zones environnantes vivaient la terreur totale. Maintenant, pour revenir sur l'élection, c'est une bonne chose. Et vous savez, moi, je ne suis pas souvent très partisan des coups d'État. Vous savez, lorsque vous avez gagné l'élection, lorsque vous êtes un chef d'État qui a été élu, c'est-à-dire qui a été élu par votre peuple, vous pouvez vous permettre de faire un certain nombre de réalisations parce que vous savez que vous avez l'assentiment de tous vos compatriotes, autant pour moi. Mais ce qui a été significatif ici, c'est de voir tous ces Centrafricains se lever comme un seul homme pour aller aux urnes. Ça voudrait dire qu'il y avait un besoin. Il y avait un véritable besoin. La Centrafrique, pour l'avoir connue, a été une succession des coups d'État. Ça voudrait, quand on entend, parce que ce sont des coups d'État, lorsque vous arrivez au pouvoir par la force militaire, par la force, pas par la volonté, parce qu'il faut faire la différence entre un coup d'État et une élection. Vous pouvez faire un coup d'État parce que vous avez des moyens financiers, parce que vous avez des moyens matériels, mais vous n'aviez pas l'assentiment du peuple. Et ça l'expérience a montré que ces choses-là ont toujours mal fini. C'est la raison pour laquelle, pour tous les peuples qui sont généralement opprimés, lorsqu'il y a la moindre occasion pour manifester leurs besoins de civilité, ils n'hésitent pas à le faire. Et c'est ce que nous avons observé. J'ai vu votre brillant reportage au niveau du consulat de la République centrafricaine ici à Douala. C'était pratiquement émouvant. Vous avez des gens, nous vivons avec eux pratiquement ici. Vous savez, depuis pratiquement la crise a explosé de ce côté-là, ils ont convergé totalement ici. Nous avons le quartier Aqua. Ici, pour ceux qui nous regardent à l'international, c'est dans la capitale économique du Cameroun, à Douala. C'est un quartier très, très, très bouillant. Ils ont investi pratiquement tout ce quartier. On ne parle que le Sango là-bas. Vous pensez qu'ils sont venus de gaieté de cœur? Non. Vous avez des gens, lorsque vous allez à l'est du Cameroun, la majorité, plus de 90% des réfugiés, c'est des Centrafricains. Ils donnent pratiquement la belle étoile, malgré les efforts du HCR. Donc, lorsqu'il y a une occasion pour choisir celui-là qui sera leur porte-carte, celui-là qui sera chargé de les guider, c'est là, je pense, c'est la raison pour laquelle ce peuple est sorti comme un seul homme pour manifester leurs besoins leur besoin de solidarité. Et surtout de changement. Surtout de changement. Et quand Catherine de Saint-Pazaki a suivi la transition, il faut tirer un coup de chapeau à cette dame qu'on n'a pas vu venir. Vous savez, c'était une pratiquement anonyme maire de Bangui, et je puis vous rassurer qu'ils sont nombreux, lorsque cette dame est arrivée à la tête de ce pays, qui ne pariaient pas pour 3 mois avec elle. Mais elle a fait 3 ans. Elle a fait 3 ans qui étaient un tout petit peu clopant, parce que lorsque vous avez en face de vous des rebelles anti-Balaka, Séléka, qui intentent de tuer, et la dame a tout fait de rappeler des alliances qui se sont faites. Vous savez, c'est comme je dis au Cameroun, ce n'est pas un Tchadien qui viendra gérer le Cameroun après le président Biya, non. Ce sera toujours des Camerounais. Et vous avez vu, je fais une petite transition. Avec ce qui s'est passé au Burkina, ce n'était pas un homme neuf, c'était un homme du système. Et je peux vous rassurer que je ne lis pas dans les bouts de cristal, le prochain président centrafricain sera forcément un homme du système. Parce que lorsque vous avez travaillé dans un système, vous savez les différents clivages, vous savez un tout petit peu comment ça fonctionne. Et le peuple n'est pas dupe. Et le peuple a beau ne pas être dupe, mais il est tenu par un certain nombre d'alliances. Et ces alliances, qui mieux peut le faire? Ce sont des hommes qui ont vécu. C'est-à-dire qui ont vécu le système. Ils peuvent être bons ou mauvais, mais tout ce que nous souhaitons, et pour le bien des Centrafricains, de nos frères centrafricains, c'est que le prochain président centrafricain qui sera proclamé élu à la tête de ce peuple, à qui Catherine Samba passera le témoin, qu'il se souvienne que ce peuple a beaucoup souffert et qu'il n'a pas droit à l'erreur. Parce que s'il fait l'erreur, rassurez-vous, les rebelles n'ont pas totalement des amis, ils reviendront forcément. Merci Aristide Ngekam le Prince, parent président du Burundi, où une organisation des droits de l'homme évoque l'existence des fosses communes à la suite bien évidemment de cet incident du 11 décembre dernier.
il y a une bataille, Fallon, autour des chiffres. Certains ont évoqué, en principe, le responsable de l'armée avait parlé de 97 ennemis tués, mais la Fédération internationale des droits de l'homme parle plutôt de 154 morts et 154 jeunes portés disparus. Alors, comment analysez-vous cette guerre des chiffres depuis lors que les pourparlers entre l'opposition, le gouvernement et la société civile a été entamé? Bien évidemment, le gouvernement burundais a beaucoup de comptes à rendre jusqu'à présent parce que toutes ces exactions ont commencé lorsque Pierre Nkurunziza a décidé de changer la constitution pour briguer un troisième mandat. Et maintenant, on connaît très bien que lorsqu'il y a lorsqu'il y a des coups de mort, lorsqu'il y a des personnes qui disparaissent, généralement les gouvernements ne donnent pas des chiffres exacts, surtout lorsqu'ils sont impliqués dans ces affaires. Ils donnent des chiffres qui pourront les arranger, qui ne va surtout pas défrayer la chronique. Mais maintenant, on a des témoignages, on a des familles qui réclament des enfants et ces familles sont nombreuses. On a des personnes qui ont assisté même lorsqu'on creusait ces fosses communes pour enterrer ces personnes. Donc, ils peuvent quelque part donner le nombre de corps qu'ils ont vus parce que d'autres ont même témoigné avoir aidé les policiers à porter ces corps. Maintenant, l'armée ne peut que donner un chiffre qui l'arrange, parce que dans tous les cas, ce sont eux qui sont pointés du doigt, ce sont eux qui ont tué, ce sont eux qui ont versé ce sang. Maintenant, s'ils ne se reprochent de rien, pourquoi refusent-ils que des enquêtes soient ouvertes? Pourquoi mettent-ils une surveillance très forte autour de ces cimetières où il y a eu des fosses communes? Pourtant, s'ils étaient conscients qu'il n'y avait que 87 morts ou 85 morts, ils donneraient l'accès à ces enquêtes-là qui sont ouvertes, à ces enquêteurs de venir sur le terrain et de vérifier par eux-mêmes de tout ce qui a été fait pour être transparent aux yeux de tout le monde. Surtout en ce moment où les pourparlers ont été engagés, lorsqu'on est en train de chercher, d'essayer de trouver une solution de sortie de crise pour le Burundi. C'est même le moment pour le gouvernement de Pierre Nkurunziza de dire voici, je n'ai rien à me reprocher, je suis droit dans mes bottes et quand je dis ceci, quand je donne un chiffre, je l'assume. Afin que certaines personnes puissent avoir confiance en lui et peut-être même aider en sorte que l'on puisse trouver une solution qui puisse arranger et le gouvernement de Pierre Nkurunziza et toutes les partis de l'opposition, toutes les parties prenantes qui se trouvent au Burundi. Merci Falod. Alors, Prince Aristide Ngeka, au Burundi, il y a cette bataille de chiffres entre les chiffres évoqués par le gouvernement, surtout à travers le porte-parole de l'armée, et ce chiffre de la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors, une guerre d'intérêt où véritablement il y a eu des fausses communes cachées par le gouvernement de Nkurunziza. Vous savez, c'est très facile de vérifier ce type d'information. Ici, nous sommes dans une stratégie de communication et c'est la guerre de la communication avec au centre les chiffres. Et c'est une guerre que nous vivons pratiquement aussi au Cameroun. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous avons un ministre de la Communication qui a souvent hâte à s'expliquer sur un certain nombre de faits, et excusez-moi le terme, en essayant de lui dire la vérité. Vous savez, lorsque la vérité est là et que vous avez des gens sur le terrain, ne se cachera jamais. Vous ne pouvez pas venir. Vous savez, lorsque une famille a perdu quelqu'un, les maisons du deuil, comme nous disons communément au Cameroun, ne se cachent pas. Ne se cachent pas. C'est-à-dire pour la Commission des droits de l'homme de ce côté-là, n'a pas eu besoin de faire de la magie pour avoir ces chiffres-là. Si vous aviez un problème, vous vivez dans un quartier, vous avez un problème et que vous avez perdu la vie dans tous les cas, peut-être pas forcément assassiné, l'événement ne se cachera pas. Ne se cachera pas. Ici, la communication qui est faite par le gouvernement du Burundi, ce n'est pas forcément à l'attention du peuple burundais. Non, ça, détrompez-vous. C'est une communication qui est faite en direction de l'opinion internationale. De l'opinion internationale pour essayer de lui dire non, nous avons voulu changer la Constitution, j'ai voulu, le président Nkurunziza, j'ai voulu changer, je veux changer la Constitution parce que le peuple m'a demandé de changer la Constitution, parce que le peuple a encore besoin de moi, parce que le peuple m'a supplié, comme ils ont l'habitude de dire, et il s'en est suivi quelques petits incidents de personnes manipulées par un certain nombre d'opposants. Ça toujours court comme ça. J'ai apprécié la sortie du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour
dit qu'il faut mettre fin à ce type de tuerie. Mais au-delà de ça, la leçon que nous devons tirer, et que je convoque ici, ce qui s'est passé ici en février 2008, vous aviez eu des gens qui se sont levés parce qu'ils avaient faim, qui ont marché. Il y a eu un tout petit peu des égarements, parce que c'est ça ce qu'il faut dire. Il y a eu un petit nombre de clivages qui a tourné au vinaigre. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais le gouvernement du Cameroun, par le truchement de son porte-parole du gouvernement, a trouvé à cette époque-là de dire que les jeunes qui couraient, qui marchaient dans la rue, étaient drogués et étaient manipulés par des opposants. Non. Lorsque vous, j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous pouvez tromper un peuple tout le temps, je dis bien tout le temps, mais lorsqu'un peuple a faim, sachez que vous vivez avec un volcan endormi. Et le Cameroun n'est pas loin de là, ça je peux vous rassurer. Ce n'est pas parce que nous sommes à la veille de la fête de la Saint-Sylvestre, vous voyez des gens pleins dans les rues pour aller acheter des cadeaux, vous dites que le Cameroun est un pays de paix. Non, les gens, même dans ce pays, vivent mal dans leur chair. Et à la moindre occasion, lorsque les gens ont faim, ils n'hésitent pas à s'exprimer. Et lorsqu'ils veulent s'exprimer, ils s'expriment avec la violence. Et j'ai l'habitude d'envoyer ce message à ceux qui nous gouvernent. Lorsque vous commettez des fautes pendant votre gouvernance, rassurez-vous, lorsque le peuple va prendre le pouvoir, il ne manquera pas de s'occuper de vous. Donc c'est pour dire que ce que Pierre Bourziza est en train de faire, chaque chose a une fin. Le président Sassou l'a fait, il a utilisé les mécanismes de la Constitution, il s'en est sorti, malgré le grabuge qu'il y a eu, il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Mais aujourd'hui, la rue a grondé au niveau du Burundi. Comprenez, grosso modo, lui, Roger, et que le président burundais ici est dans une opération pour polir son image, pour dire non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les gens qui ont été tués, généralement, vous savez comment on appelle ça, c'est des accidents. Nous avons vécu une histoire ici au Cameroun, à Bamenda, le lancement du social-démocratique où des gens sont morts, piétinés par balle, où des gens sont morts. Mais on a trouvé l'occasion d'envoyer à la face du monde que ces gens étaient piétinés dans des bousculades. Merci à Prince Aristide Gekam. Parlons à présent pour sortir, parce qu'on n'a plus assez de temps, de Reporters sans frontières qui, dans ce rapport, fait état de 67 journalistes qui ont été tués en 2015 dans le monde. La France est le 3e pays touché par ces exactions. Alors, Falon Tchounia, c'est un chiffre qui fait peur. Est-ce que les journalistes aujourd'hui exercent librement son métier, ou alors chaque fois qu'il sort, il n'est pas sûr de rentrer? Les chiffres font peur parce qu'au total, c'est 110 journalistes tués en 2015, 67 dans les états de guerre. Maintenant, c'est assez effrayant parce que déjà, l'ONU avait un projet qui prévoyait une protection des journalistes en temps de conflit. Ces journalistes, ces reporters qui allaient couvrir les zones assez risquées. Maintenant, on se demande où est passée cette sécurité-là lorsqu'ils sont tués. Il y en a qui sont morts, peut-être pas morts, ils sont décédés par mort accidentelle, obus par-ci, balle par-là. Mais il y en a qui ont été kidnappés et qui ont été exécutés. Et on se dit, bon, s'ils étaient censés être protégés, comment est-ce que ça se fait qu'ils aient été kidnappés? Et quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent? On a les journalistes de Charlie Hebdo qui ont été assassinés même dans leur propre rédaction. Donc la Syrie aujourd'hui, l'Irak aujourd'hui représentent des pays à haut risque pour les journalistes. Mais maintenant, les journalistes ont un devoir envers les populations qui est le relais de l'information. Quand quelqu'un s'assoit derrière sa télévision, il ne cherche pas à savoir s'il y a des conflits en Irak ou pas. Ce qu'il veut, c'est regarder l'information. Ce qu'il veut, c'est savoir ce qui se passe. Et eux, ils mettent en péril leur vie en allant sur ces fronts-là pour chercher l'information, pour informer la population et pour informer la planète tout entière. Et maintenant, ce sont eux qui meurent de manière même souvent les plus cruelles qui puissent exister. Maintenant, on se demande, le projet de l'ONU, comment ça se passe? Pourquoi est-ce que, malgré qu'ils aient mis sur pied ce projet-là, le taux de mort n'a pas chuté? Au contraire, ça ne fait que augmenter. Est-ce qu'on doit avoir peur d'être journaliste aujourd'hui? Est-ce qu'on ne doit plus exercer parce qu'on a peur de mourir? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a autant de questions qui se posent. Alors, Prince Aristide Gekam, je pense que c'est un fait qui est vous comprenez mon émotion. qui est regrettable. Qui est regrettable
c'est le métier que nous tous nous avons. Ce sont les risques du métier. Les risques du métier, nous tous nous avons choisi, mais ça ne voudrait pas dire que nous serons à la merci de tous les bandits. Le Roger qui est à ma gauche aujourd'hui, je me souviens, je ne sais pas si ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, il a été, après avoir été bien bastonné, on lui a dérobé pratiquement une caméra, non loin du siège de Canal International. Vous voyez, ce sont des risques. On aurait pu attenter à sa vie. Et je pense que le team manager de Canal aura beau pleurer, mais la vie de quelqu'un aura été enlevée. Est-ce que, pour dire sur le classement du Reporters sans frontières, vous savez, vous avez tout bien fait de rappeler, de faire le focus sur les journalistes dans les zones de guerre. Dans les zones de guerre, c'est totalement un métier qui est à risque. Lorsque vous allez dans ce type de mission-là, dans ce type de mission commando, vous pouvez être atteint par un obus, vous pouvez être atteint par une balle perdue. Hein? Vous tombez dans un champ de mine. Vous pouvez tomber dans un champ mine. de mine. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que les syndicats ou alors les gouvernants des différents pays ont trouvé mieux à faire, c'est de dire attention, lorsque vous y allez, faites attention, n'allez pas suffisamment fort. Et vous avez dit une chose qui est fondamentale, c'est le besoin d'information, la quête d'information. Ceux qui sont assis à la maison, qui nous regardent tous les jours, ne savent pas comment nous faisons pour leur servir la bonne information. Comment nous faisons pour... Vous savez, généralement, je ne suis pas souvent très d'accord. Ce n'est pas pour encourager nos confrères qui font, par exemple, qui diffusent l'intox, ou alors font dans la mauvaise information, ou alors font dans le populisme, mais c'est un métier qui est harassant. C'est un métier qui est difficile. Parce que vous ne savez pas ce que... Ceux qui sont à la maison ne savent pas ce que nous vivons au quotidien pour leur service et qu'ils voient tous les jours. Ils ne savent pas que lorsque l'UOG est assis, lorsque nous sommes assis ici, il y a des gens derrière la caméra, il y a des réalisateurs, il y a toute une équipe qui passe des nuits blanches pour réfléchir, pour leur servir la bonne information. Merci. Donc, il y a tout ça. Et je voudrais chuter en disant qu'au-delà de ça, chère madame, il y a des pays qui ne protègent pas les journalistes. Il y a des pays qui abusent de la sécurité des journalistes. C'est-à-dire pas des conflits. Il y a des gouvernements qui sont reconnus, pratiquement comme l'Éthiopie, qui sont reconnus... Qui musaient les journalistes, qui musaient les journalistes. Et nous ne sommes pas d'exercer leur profession. Et je puis vous rassurer que nous ne sommes pas loin de ça aussi au Cameroun. Merci. Il y a encore des exactions dans ce pays qu'il faut bannir. Et le syndicat national des journalistes est en train de faire déjà son travail là-dessus. Depuis un certain temps. Merci, Prince Aristide. On est pris par le temps. Merci, Fallon Tounia, d'être venu ce soir. Il est très volubile. Si on ne l'arrête pas ainsi, il ne finira pas. Merci. C'était donc la soirée de l'information sur Canal 2 Info. On se retrouve demain à la même heure pour d'autres sujets. Merci une fois de plus. Merci, Louis.